Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Ah, chers amis de Sud Radio, vous le savez, nous sommes un grand pays d'associations, les fameuses lois 1901. Ils sont créés à peu près 65 000 chaque année. Et en tout, on n'en compte pas moins d'1 500 000 dans notre pays qui vont de la défense du folklore breton, en passant par les amoureux de la ligne Maginot, ceux des routes du littoral ou de la fête du Mimosa. Parmi elles, il y en a une qui agit presque dans l'ombre pour que vos lieux de visite, de vacances, de villégiature, de loisirs s'améliorent, vous attirent, vous séduisent en rendant votre séjour plus agréable. C'est la NET, l'Association nationale des élus des territoires touristiques qui agit avec et pour les maires de nos communes. Les maires, vous savez, ces premiers magistrats de la cité qui œuvrent au quotidien pour gérer une liste de problématiques interminables au service de ses concitoyens et des visiteurs, des vacanciers et qui méritent évidemment toute l'immensité de notre respect. Alors qu'est-ce qu'une station classée? Comment on la reconnaît? Que nous propose le label Famille Plus? Comment les villes s'améliorent pour rendre meilleurs chaque année nos séjours de vacances? C'est ce que nous allons entendre dans La France à découvrir ce soir. Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Et pour bien comprendre le travail de la NET, cette association dont nous parlions, nous avons Géraldine Leduc à cette table, qui est directrice générale de la NET, justement, cette association nationale des élus des territoires touristiques. Bonsoir Géraldine. Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. Et nous avons Jérôme Arnaud pour donner des exemples d'une station classée, directeur de station à la Grande Motte dans l'Hérault. Bonsoir Jérôme, il fait beau évidemment toujours là-bas. Bien sûr, et en ce moment c'est le cas. Bonjour Christophe et bonjour à vos invités. Marie-Laure Fiamengo, chargée de produits touristiques, Office de tourisme métropolitain, Nice-Côte d'Azur. Évidemment, on ne va pas parler de la météo parce qu'on va se fâcher. Il fait aussi beau et toujours beau chez vous. Oui. Voilà, merci. Bonsoir aux auditeurs. Et on va commencer avec vous tout de suite de cette association Géraldine Leduc. Elle a été créée en 1930 et aujourd'hui elle regroupe 1000 collectivités locales. À quoi sert-elle? Première question. Alors tout à fait. Cette association a été créée en 1930, comme vous l'avez dit, une des associations d'élus les plus anciennes. Alors, à l'origine, c'était un club. Les maires se retrouvaient après la saison touristique. Comment il s'appelait le club à l'époque, tout début? Il n'avait pas de nom, c'était un club. C'est le club des communes touristiques. Il y a des stations classées parce qu'elles existaient déjà. Et les maires se retrouvaient pour parler de la saison qu'ils venaient de se passer dans leur belle station. Et pour tenter de l'améliorer pour la prochaine. Et c'est devenu une association, la 1901, en 1966, pour pouvoir effectivement regrouper toutes ces stations et devenir une association pour les défendre, pour les soutenir, pour les accompagner, comme vous l'avez dit tout à l'heure, notamment par rapport à la fréquentation touristique. D'accord. Alors, donc, vous l'avez rappelé, à peu près 1000 communes qui sont réparties sur l'ensemble du territoire. On a aussi bien la montagne que la mer. Donc ça veut dire que pour les gens qui nous écoutent, les touristes futurs, ils ont aujourd'hui un choix de 1000 communes possibles dans lesquelles ils vont forcément s'amuser, trouver des tout loisirs. à fait, Voilà. bien sûr. Sur les combien? Donc, 36 000 de France. Hein. Voilà, exactement. Donc les stations thermales également, des stations de nature, campagne et autres. On a des tout petits villages, 70 habitants, jusqu'à des grandes villes comme Nice, Marseille, Le Havre. Et donc l'ADN, je dirais, qui rassemble toutes nos communes, c'est de participer au développement du tourisme dans notre pays. D'accord. Avec des gros dossiers, on va le voir tout au long de l'émission. Juste les gros dossiers, c'est quoi en gros? Aujourd'hui, l'environnement. Exactement. Comment préserver nos stations tout en développement. En développant, voilà. Comment concilier développement touristique, économique et préservation de l'environnement. C'est vraiment un enjeu. C'est le gros dossier, ça. Un gros dossier. En même temps, on va voir comment s'adapter à une clientèle qui est de plus en plus exigeante. En termes d'hébergement, en termes d'activité, en termes d'animation, ça on va le voir aussi. Donc voilà, c'est vraiment deux sujets qui aujourd'hui sont les piliers de notre association, avec beaucoup d'autres, parce que évidemment les problèmes financiers récurrents, enfin il y a plein de choses à voir. On a deux exemples formidables, on a la Grande Motte et Nice dans le sud de la France. On va commencer avec Jérôme Arnaud, directeur de station à la Grande Motte. Alors la Grande Motte, tout le monde connaît, c'est à 25 km au sud-est de Montpellier, c'est 8600 habitants à peu près. On est dans le département de l'Hérault, en région Occitanie. C'est une station balnéaire qui a été créée ex nihilo, j'aime bien utiliser ce terme latin, ça veut dire à partir de rien, dans les années 60, sur des marais. Et aujourd'hui, on dit que la Grande Motte a connu 3 grandes périodes. Jérôme, quelles sont-elles? Alors oui, c'est une belle façon de raconter les 5 décennies, parce que la Grande Motte, c'est une ville nouvelle. Oui. Elle est née au début des années 60. Et effectivement, à l'occasion on en reparlera, mais la Grande Motte est une ville d'architectes, évidemment, et à l'occasion d'un congrès d'architectes. Jean Balladur, le cousin de... C'est Jean Balladur, absolument, qui est l'architecte en chef
de la Grande Motte. Jean Balladur, à qui le général de Gaulle a confié au début des années 60, la commande était: faites-moi une ville balnéaire, une station balnéaire de 40 000 lits pour des Français de classe moyenne en vacances. À l'époque, on lésinait pas. Hein. Le général de Gaulle, il disait à l'architecte: faites-moi un truc de 40 000 lits, allez, on y va. Hop, c'est parti. Ouais, ils n'ont pas lésiné parce que sur la côte languedocienne, qui était une côte viticole, ça n'a jamais été une côte de pêcheurs. Les villages ici tournaient plutôt le dos à la mer parce qu'ils regardaient la vigne, les terres, et c'était des économies très, très terrestres. Mais à l'époque, quand le gouvernement cherchait à héberger les Français qui partaient en vacances et à capter l'économie touristique et qui partaient notamment en Espagne, le gouvernement a créé 7 stations ex nihilo, c'est exactement ça, et créé 7 villes comme ça, 7 villes et 9 ports, d'un coup. Ça reste aujourd'hui l'opération publique d'aménagement du territoire touristique la plus importante au monde. Ah mais carrément. Et aujourd'hui, quand on se balade à la Grande Motte, évidemment qu'il y a toujours ce vieux débat de dire c'est beau, c'est moche, c'est pas grave, c'est pas ça le débat aujourd'hui. On se rend compte que c'est une ville qui a été construite par un visionnaire, parce qu'aujourd'hui, mobilité douce et végétale sont vraiment des 2 gros dossiers que défend la ville. Exactement. Là, on peut prendre ces exemples-là parce qu'ils sont absolument très contemporains et les enjeux d'aujourd'hui n'ont fait que les renforcer. Mais Jean Balladur crée une ville qui a certes une singularité, bien sûr. Un style, on aime, on n'aime pas, mais en réalité, la Grande Motte a eu longtemps des débats autour d'elle, parce qu'elle était singulière, elle était provocante, mais au-delà de la forme, c'est le concept qui était intéressant. Et Jean Balladur a poussé le concept jusqu'au bout. C'est un modèle d'habitat balnéaire, de ville littorale qu'il a essayé d'inventer. Et vous venez de relever 2 aspects qui sont totalement singuliers. Quand il crée une ville, il décide que sa ville... Alors, sur le modèle du Corbusier, le Corbusier venait de réaliser une ville entière en Inde qui s'appelle Chandigarh, dans laquelle il avait mis 80% d'espace vert. Et lui, il a fait le pareil. concept de la ville-jardin. Et c'est le pari sur lequel a décidé d'embrayer Jean Balladur. Il a dit: je ferai une ville-jardin. La Grande Motte aujourd'hui, c'est 70% d'espace vert. Vous voyez, c'est le contraire quasiment de l'image qu'elle a pu avoir pendant longtemps. Et le deuxième exemple, c'est qu'il décide de faire une ville qui sera sans voiture. Alors, il faut bien le resituer. Au début des années 60, la voiture, elle est chargée que de valeurs positives. Elle est pas comme aujourd'hui, encombrante, chère ou polluante. C'est tout le contraire. Et malgré tout, lui, avec 4 ou 5 décennies d'avance, il décide qu'il va faire une ville qui est pour les piétons, pour les vélos. Il va les mettre à l'ombre parce qu'ils sont sous les frondaisons. 70% d'espace vert, c'est essentiellement de la forêt. Dans un moment ou dans une époque où les canicules sont de plus en plus fréquentes, vous imaginez à quel point ça a du sens aujourd'hui. Et donc, dans la Grande Motte, on circule essentiellement à pied et à vélo. Il fallait oser, au début des années 60, défendre un tel concept. C'est pour ça qu'on dit qu'il était visionnaire, cet homme. Absolument. Marie-Laure Flamengo. Il n'a pas forcément été compris par tout le monde à l'époque. Mais je crois que les choses ont été remises à leur place. Marie-Laure Flamengo, chargée de produits touristiques, Office de tourisme métropolitain Nice-Côte d'Azur. Vous, votre belle ville de Nice, elle est labellisée Famille Plus. Est-ce que ça veut dire que dans la réception des visiteurs et des touristes, l'hébergement, la restauration, les activités, les loisirs, on accorde plus d'attention aux enfants, tout simplement? Oui, tout à fait. Dans ces établissements labellisés Famille Plus, l'important, c'est l'accueil du client et l'expérience qu'ils peuvent avoir. C'est-à-dire les familles sont reçues avec des critères, j'allais dire, c'est-à-dire qu'il y a tout qui est à destination des enfants, le confort, ils demandent, ils réservent, ils ont. C'est-à-dire qu'ils ont des stérilisateurs pour les hébergements, ils auront des lits bébés, des chambres communicantes. On leur propose tout ce qui peut leur être utile. D'accord, très bien. Donc un label Famille Plus, Géraldine, ça s'obtient comment? C'est vous qui... Oui, tout à fait. Alors, on va être très clair parce que donc on a les stations classées d'un côté par rapport à nos auditeurs. Représentées par la Grande Motte. Exactement, et Famille Plus par Nice. Par Nice. Tout à l'heure, Christophe, vous avez effectivement évoqué tous les labels qui peuvent exister. On est sur, d'un côté, la Famille Plus, un label qui est privé, géré par 3 associations d'élus, on reviendra dessus, et le classement qui est une reconnaissance par l'État. Donc on est vraiment sur 2 notions différentes. Mais ça aide bien les gens, les visiteurs, à bien s'orienter. Il faudrait. C'est pas le cas. C'est pas le cas aujourd'hui. Donc on a sur les Il y a stations. du travail à faire. Oui.
Donc, je sais, tout dépend par lequel vous voulez qu'on démarre. Là, on est sur Famille Plus. On va marquer une petite pause. On va revenir à Nice juste après, parce qu'on est bien dans la France à découvrir, en train de découvrir votre travail à la nette et le label Famille Plus et les stations classées. À tout de suite. Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Retour dans cette émission consacrée, tenez-vous bien, à la nette. Qu'est-ce que la nette? C'est tout simplement une association nationale des élus des territoires touristiques qui s'occupe de valoriser, de faire en sorte que vous puissiez vous sentir bien dans vos destinations touristiques et d'améliorer d'année en année votre accueil. Avec Géraldine Duc qui en est la directrice générale. Nous avons aussi Jérôme Arnaud qui parle tellement bien de la station La Grande Motte dans l'Hérault qu'on n'arrive même plus à le couper. Jérôme, il est toujours avec nous. Hein, et puis Marie-Laure Flamengo, chargée de produits touristiques, qui nous parle, elle, de Nice et de son label Famille Plus. On revient juste très vite, Géraldine, sur le label Famille Plus. Ça, c'est un label qui est décerné, donc sur des critères, lesquels? Alors, c'est une belle histoire, parce qu'en fait, ce label a été créé en 2006. Pourquoi? Parce qu'on a repéré qu'en France, on a quand même 8 millions de familles françaises. On a 20 millions de familles étrangères qui viennent passer leurs vacances en France. On a 15 millions de grands-parents. D'accord. Donc, si vous voulez, ça fait quand même beaucoup de clients. Avec des enfants. Avec des enfants, des petits-enfants, beaucoup de familles aussi. En fait, maintenant, on a 74% de familles classiques, traditionnelles, mais on a beaucoup aussi de familles monoparentales, recomposées. Et donc, on s'aperçoit qu'on a beaucoup de familles qui se promènent en tribu. Donc là aussi, c'est des nouveaux critères qu'on a pris en compte dans notre label. Donc le label, pourquoi l'avoir créé en 2006? Parce qu'on voulait répondre vraiment à une cible, donc la cible familiale, et avec une garantie pour voilà, une garantie, une sécurité pour toutes ces familles qui viennent en vacances. Ce label est important parce qu'en fait, il est porté par le maire, son équipe municipale. Il va fédérer autour de lui les prestataires, donc des hébergeurs, l'office de tourisme pour commencer bien sûr, également des équipements, des activités, des animations, des restaurateurs, donc tous ceux qui concourent à l'accueil des familles et des enfants. Il est décerné pour 3 ans? Il est décerné pour 3 ans. Et au bout de 3 ans, on peut le perdre? On peut le perdre. Et donc en fait, il y a, pour avoir une garantie, un audit d'entrée et un audit de contrôle tous les 3 ans. Avec des cabinets qui sont habilités pour le faire. Et ça rigole pas. Marie-Laure Flamengo, donnez-nous des exemples concrets. Lorsqu'une famille arrive à Nice, qu'est-ce qu'elle peut trouver pour ses enfants? Des trucs très simples, de la vie de tous les jours. Je sais que quand on arrive par exemple à l'aéroport, qui est le premier aéroport labellisé Famille Plus du monde, de l'univers, qu'est-ce qu'on trouve? Déjà à l'aéroport donc de Nice, quand la clientèle famille arrive avec des enfants, il y a chaque période de vacances scolaires, il y a des animations qui sont mises en place pour faire patienter les enfants. Il y a aussi des prêts de poussettes jusqu'au tarmac. Ah, très bien. Ça, on peut mettre son enfant, son bébé dans sa poussette jusqu'à l'avion. Si vous n'avez donc pas pris la poussette avec vous, que vous l'avez louée sur vos lieux de vacances, donc, bien sûr. Vous avez une période de temps où vous n'avez pas de poussette, ou alors si vous l'avez fait embarquer avant avec les bagages, du coup, vous pouvez utiliser ces poussettes. Donc, des animations à chaque période de vacances scolaires, Noël, donc avec le Père Noël, Carnaval en février. Donc, c'est des ateliers, des déguisements, des maquillages, des distributions de friandises ou de cadeaux. Voilà, ça, c'est en ce qui concerne l'aéroport pour les départs et les arrivées, donc période de vacances scolaires. Et ensuite, on prolonge l'expérience avec des hébergements, donc en résidence de tourisme, hôtel, auberge jeunesse et meublé de tourisme. Là, ce sont des accueils privilégiés où on peut, comme je disais tout à l'heure, retrouver des chambres communicantes, des chambres parce qu'il y a parfois les parents, les grands-parents, les enfants, donc ils veulent quand même avoir leur propre chambre, leur propre salle de bain. Donc là, on va privilégier des hébergements avec des chambres communicantes. En fait, c'est plein de petits trucs et astuces du quotidien pour faciliter la vie avec les enfants. C'est ça que propose le label Famille Plus. Et en fait, c'est très concret. C'est vraiment, par exemple, il y a des prêts de boîtes de jeux. Quand on a préparé cette émission, vous me disiez, on peut le prêt de boîte de jeux, on n'est pas obligé de partir avec ses boîtes de jeux avec ses enfants. On peut en trouver sur place. C'est que des détails comme ça. Hormis les équipements classiques comme champignons, stérilisateurs, l'IBB et autres, vous avez aussi des coloriages où certains donnent des boîtes cadeaux carrément, des prêts de jeux, de boîtes de jeux pour tout âge, enfants, ados et familles bien sûr. Voilà, ça c'est déjà
Donc, vous avez l'accueil, l'hébergement, et ensuite on passe aux ateliers. Ça, on va en parler tout à l'heure. On va en parler tout à l'heure. Une centaine de prestataires labellisés. Comment on les reconnaît, les prestataires, quand on a une famille? C'est marqué sur la devanture du magasin? Comment ça se passe? Une fois qu'ils ont été labellisés, bien sûr, on utilise les critères de l'ANET de Famille Plus pour les labelliser. Oui. On leur donne un autocollant qu'ils apposent dans leur établissement. Il est visible de l'extérieur. Et hormis ça, vous avez dans nos guides, sur leur site internet, ils doivent apposer aussi ce logo, le logo famille, donc qui est une étoile de mer, on va dire. D'accord. Et ensuite, donc sur nos supports à l'Office de tourisme métropolitain, on l'appose. Également, on parle de la charte et des critères, des engagements que les établissements doivent retenir. Et ensuite, on a de la documentation propre à l'Office du tourisme où on liste et on détaille ces prestataires. D'accord. Avec en fait, si j'ai bien compris, en fait, le label Famille Plus permet d'accorder de l'attention aux enfants par les professionnels du tourisme, alors qu'avant, c'est pas forcément le cas. Tout à fait. On se retrouve. Parfois, on a eu des réflexions où certaines personnes arrivent dans un restaurant et on leur dit « Ah non, pas de poussette ». Ah oui. Voilà, un établissement. Pas d'enfants, pas de bras, pas de chocolat. Allez hop, pas de menu. Voilà. Revenons aux stations classées avec vous à la Grande Motte, Jérôme. 484, c'est bien ça le nombre de stations classées, Géraldine? Oui. Et dont la Grande Motte fait partie. Aujourd'hui, comment évolue la Grande Motte? Est-ce que vraiment c'est l'endroit où on parle de mobilité douce, alors qu'on n'en parlait pas il y a 50 ans, et aujourd'hui on peut en parler? C'est vraiment l'endroit où on peut circuler à vélo, où les voitures ne sont pas forcément toutes désirées? Oui, absolument. Le plan d'urbanisme qui a été imaginé par l'architecte en chef, Jean Balladur, pourrait rappeler, pour ceux qui le connaissent, celui des arcs, c'est-à-dire la ville est faite pour qu'à l'entrée de la ville, il y a des grands parkings. D'accord. Et on dépose sa voiture. Alors, on va déposer les affaires dans l'appartement, puis on peut ramener la voiture en entrée de ville pour la sortir de la ville, et après on va circuler. Tout est fait pour que on circule à pied et à vélo. Dans la ville, il y a des passerelles un petit peu de partout pour traverser, passer par-dessus les routes. Et puis l'habitat et la trame urbaine font que tout l'habitat est au maximum à 7-8 minutes à pied du front de mer. La ville est organisée vraiment pour ce qu'on appellerait aujourd'hui un plan de piétonisation, de mobilité douce. Bah oui, bien sûr. Et combien de kilomètres de plage vous avez à la Grande Motte? Bon, il y a 7 km à la Grande Motte. Voilà, donc tout ça très abordable avec les grands immeubles en pyramide. Il y en a combien? 4, c'est ça? Ah non, des grands immeubles en pyramide, la totalité des immeubles 12 ont une même patte. Oh non, à la Grande Motte, il y a à peu près 80 pyramides. 80 Ah oui, 80 pyramides qui ont en commun une forme générale qui évoque celle de la pyramide et qui ont chacune ce qui les distingue, ce qu'on appelle une résille ou une modénature. Ce sont des mots inventés par l'architecte. C'est le mouvement de la façade, en fait. C'est le dessin de la façade. Ouais, c'est ça. Avec toutes des terrasses et toutes végétalisées, enfin souvent. Oui, absolument. Alors pourquoi la forme de la pyramide? On peut le rappeler, parce que l'évocation, Jean Balladur, lui, l'architecte, s'est inspiré de 2 architectes. Il s'est inspiré du Corbusier pour la ville Jardin. Il s'est inspiré d'Oscar Niemeyer qui venait de faire à l'époque Brasilia, que tout le monde identifiait comme une ville nouvelle, une ville de béton. Et Niemeyer avait bien utilisé la plasticité du béton. Jean Balladur s'est servi de ces 2 mètres-là, mais il manquait un concept, et le concept, il l'a trouvé un petit peu par hasard. Ce sont les pyramides précolombiennes qui sont au Mexique, à Teotihuacan, et qui permettent alors 2 choses. Ça permet à chacun, quelque part, elles sont placées en quinconce, à chacun de voir la mer et d'avoir de l'espace. Oui. On a plus d'espace sur sa terrasse quand on est dans une pyramide que quand on est dans un cube ou un parallélépipède. Et puis en outre, il y avait un autre enjeu qui consistait à casser les vents marins. Oui, c'est vrai. Et ce que l'architecte a appelé peigner les vents, il fallait peigner les vents. Et la forme de la pyramide faisait effectivement un peigne, et à l'intérieur de la Grande Motte, on ne sent plus les vents. Très bien. À la nette, comment on gère au quotidien cette aide pour les maires? Qu'est-ce qu'on leur propose? Alors, je vais revenir sur les stations classées, parce qu'en fait, si on interroge nos auditeurs, allez-vous dans une station classée en vacances? Ils ne savent pas ce que c'est. Voilà. D'accord. Donc, vous avez tout compris. Bon, il faut qu'on travaille là-dessus, Géraldine. Voilà, donc c'est un gros travail qu'on a engagé avec le gouvernement. Donc, on a créé, nous, un club des stations classées au niveau de la nette,
on a lancé une enquête l'année dernière auprès du grand public. Le grand public ne connaissait pas les stations classées, pour les repérer déjà. Parce qu'en fait, on en a, comme vous l'avez rappelé, 484 en France. Qui sont toutes d'un intérêt formidable, on est Ce sont d'accord. des pôles d'excellence, oui, tout simplement, parce qu'elles répondent à des critères qui sont quand même des critères qui sont pas évidents. Donnez-nous des exemples de stations classées. Donc il y a la Grande Motte qui est la reine des stations classées, évidemment. On en a beaucoup. On a Digogne-les-Bains, on a Vichy, on a Briançon, on a Perros-Guirec, Deauville, Enghien-les-Bains. C'est de notre président, on va dire. On a déjà reçu le maire. Voilà, donc on en a 484. Il y en a qui sont plus ou moins atypiques aussi, des petits, des grands. Alors, pour l'auditeur, vous arrivez dans une station classée, déjà, on a travaillé sur l'accès, c'est-à-dire qu'il faut quand même qu'on puisse arriver jusqu'à la station facilement. Une signalétique sur place pour aller vers l'office de tourisme. Ça, moi, la signalétique, quand je me balade en France, je n'y comprends des fois rien. Je ne sais pas comment aller dans les directions. On est d'accord. Donc là, il y a un très gros travail, et là, on est vraiment très vigilant là-dessus. Un gros travail sur les panneaux à faire. Voilà, Jérôme l'a rappelé sur tous les cheminements piétonnés, cyclables, ça c'est important. L'accès aujourd'hui qu'on nous a demandé gratuit pour Internet dans au moins 2 lieux publics distincts, 4 natures différentes d'hébergement. D'accord. Avec au moins une offre hôtelière. En fait, remettre de l'ordre, quoi, parce que ça foisonne. En fait, ça répond à ces critères. Nos stations classées, elles répondent à tous ces critères, sinon elles ne sont pas classées. Un office de tourisme de première catégorie, donc ça veut dire vraiment avec des critères vraiment déjà de grande qualité, des marchés, des restaurants, enfin, tout ce qu'on peut imaginer dans la station, des équipements sportifs, des monuments historiques classés, inscrits, des sites et monuments naturels. De la clarté, quoi, qu'on s'y retrouve. Voilà, quand on est visiteur, touriste, on arrive dans une station classée, c'est assez simple. C'est ça, puis il y a 2 choses importantes aussi, c'est tout ce qui est équipement sanitaire, la qualité des eaux de baignade, les tri sélectifs, les poubelles et autres, et tout ce qui est sécurité avec des préventions, des actions préventives, notamment par rapport à des risques, ça peut être des risques de pollution et autres. Donc voilà. Restez avec nous, chers auditeurs dans Sud Radio. On va continuer. Vous voulez rajouter quelque chose Oui, je voulais dire, ce qui est intéressant, me semble-t-il, sur le classement, c'est que ce classement, il est aussi évolutif. C'est-à-dire qu'il a le mérite de tenir compte des évolutions de la société. Il y a 3 ans, il y avait le Covid, il y a des critères sur la santé, les services de santé qui ont été introduits. Il y a des attentes aujourd'hui sur l'environnement. Ces critères sont introduits. On va continuer à en parler, Jérôme. C'est vrai que c'est un homme du Sud, Jérôme. Il a le verbe. On va vous inquiétez pas, on se retrouve juste après, chers amis de Sud Radio. On va continuer à vous donner cette fois des vraies pistes de découverte et de voyage de tous ces sites classés et de toutes ces villes labellisées Famille Plus. À tout de suite. Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Et pour partir en vacances dans notre belle France, des conseils de voyage et pour se repérer dans tous ces labels, avec Géraldine Leduc, directrice générale de l'ANET, l'Association nationale des élus des territoires touristiques, Jérôme Arnaud, directeur de station La Grande Motte dans l'Hérault, et Marie-Laure Fiamengo, chargée de produits touristiques à l'Office de tourisme métropolitain Nice-Côte d'Azur, une ville qui est labellisée Famille Plus. Jérôme Arnaud, juste avant, vous vouliez dire quelque chose qui était très important sur l'environnement. Oui, sur l'environnement, sur la réactivité du fait des stations classées. Oui. Parce que station classée, bon, en soi, c'est pas super sexy de dire c'est une station classée. Classée quoi, classée où, classée comment? Oui. On sait pas trop. Mais en réalité, derrière, il y a un travail énorme et il y a surtout le mérite de l'ANET et du classement de tenir compte des évolutions de la société. Le classement a introduit beaucoup de critères sur la santé après le Covid. Il a introduit aujourd'hui, suite aux canicules, sur l'agrément, le confort, les zones de fraîcheur qu'il peut y avoir dans une station, comme il en a introduit sur des critères environnementaux, parce qu'on sait que les gens sont de plus en plus attentifs à ça. Et c'est important quand même pour un label ou un classement d'être quand même en réaction assez vive, d'avoir de la flexibilité et de la réactivité par rapport aux évolutions de la société. Alors justement, par rapport à l'évolution de la Grande Motte, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, elle ne changera pas beaucoup, elle ne bougera pas beaucoup dans son architecture parce qu'elle a été sanctuarisée? Oui, absolument. 2 choses ont été sanctuarisées. D'abord, l'architecture de la Grande Motte, le plan urbain de la Grande Motte. Ça, on n'y touche plus, hein.
ça, on n'y touche plus. Voilà, parce que c'est labellisé patrimoine du XXe siècle, c'est protégé Exactement. par le ministère des Affaires culturelles et c'est vu aujourd'hui, comme ça n'était pas à l'époque, comme une avancée architecturale, comme une œuvre intellectuelle, une vie de sculpture, et donc on doit la respecter. Mais ce que je trouve peut-être encore plus intéressant, c'est la trame verte. Les 70% d'espaces verts de la Grande Motte ont été sanctuarisés parce que vous imaginez bien, il n'y a plus 1 mètre carré de disponible à la Grande Motte. Donc, où construire de nouveaux immeubles si on est tenté de construire de nouveaux immeubles, la pression des promoteurs ou la volonté des élus, etc., pourrait être d'aller toucher ces mètres carrés de verre et de construire dessus. Mais l'État a exigé que cette trame verte soit sanctuarisée. La Grande Motte a ses 70% d'espace vert pour toujours. D'accord, très bien. Marie-Laure Flamengo, je suis un papa et j'ai une maman ou j'ai un papa. J'ai 3 enfants. Est-ce qu'en arrivant à Nice, je vais trouver des choses qui ont été pensées pour mes enfants, notamment dans les critères de prestation des menus, des plages, des stages, des musées, des monuments et même des jardins publics. Si je suis fan de jardins publics, combien on en trouve à Nice ? Alors déjà, dans tous les quartiers, vous avez des jardins publics, mais on a aussi l'avantage d'avoir un immense jardin sur Nice qui va être déjà prolongé. Comment il s'appelle ? C'est la promenade du Paillon. Ah d'accord, ah oui, la promenade du Paillon, bien sûr. Voilà, c'est notre coulée verte, puisque vous en avez dans pas mal de villes, mais chez nous, elle s'appelle la promenade du Paillon. Oui. Donc ça, c'est plus joli, je préfère. Hein. Oui, promenade du Paillon. C'est une immense voie verte dans laquelle les enfants ont le droit de faire du vélo. Vous avez aussi des activités, des structures en bois, puisqu'on fait aussi attention à tout ce qui est environnement et emploi des matériaux recyclés et naturels. Des très grandes structures, donc pour les petits enfants et aussi pour les plus grands. Vous avez cette promenade va être prolongée d'ici 2 ans. Mais vous avez aussi, par quartier, vous avez tous les jardins publics ont des structures d'accueil pour les enfants, des toboggans, des structures aussi sportives ou semi-sportives dans lesquelles ils peuvent aussi bien se dépenser. L'été, vous avez un accueil pour les enfants sur les plages qui s'appelle le Club Lirateta. Ah oui, ça c'est les anciens clubs Mickey, ça ? Non, c'est un club Lirateta qui veut dire petite souris en niçois. Ah, donc, très bien. Petite souris en niçois. Voilà. C'est trop mignon. C'est notre Mickey à nous, voilà. Ben voilà, c'est le Mickey niçois. Voilà, c'est un club qui accueille les enfants niçois, mais aussi les enfants de l'extérieur qui peuvent être accueillis à la journée ou à la demi-journée en période de vacances scolaires l'été. Donc, ça permet des personnes qui veulent faire une activité, soit sur une plage ou soit une visite un peu plus pour adultes, de laisser leur enfant quelques heures qui puissent participer à des activités sur la plage et eux avoir leur moment à eux. Et au musée, ou à l'opéra, est-ce que si j'ai 2 ans, je peux emmener mon doudou ? Voilà, tout à fait. À l'opéra de Nice, vous avez des concerts avec mon doudou, c'est-à-dire que les parents, les grands-parents, parce qu'on dit toujours parents, mais ça peut être aussi les grands-parents, qui amènent leurs plus petits au concert. Et c'est des concerts qui sont ménagés dans une salle exprès, où on peut venir avec son enfant, son doudou, on lui diffuse de la musique douce, il y a des paroles, c'est génial, c'est bien ça, ce sont des belles initiatives. Voilà, il y a des instruments de musique, on a aussi ça au musée du sport, il y a pas mal d'activités et il y a aussi la découverte du yoga, maman-enfant, et donc c'est l'enfant avec son doudou là aussi. D'accord. Donc, ça permet d'avoir des activités pour les plus petits. Et on pense aussi aux adolescents, avec notamment des activités de Segway. Et pour le prochain carnaval, vous avez une visite qui se fait en Segway. Pour les plus petits peuvent utiliser aussi une trottinette et elle sera sur le thème du carnaval, cette visite. Très bien. Donc, on associe aussi aux grandes manifestations, donc comme le prochain carnaval, qui aura lieu à partir du 10 février. Nos prestataires aussi ont tendance, pour certains le font quand ils le peuvent, dans des manifestations sur le thème du carnaval. D'accord. Donc vous avez soit des visites guidées, des ateliers aussi. On propose des ateliers chez nos prestataires où on peut fabriquer par exemple des cartes, fabriquer des masques, fabriquer tout un tas de choses en rapport au carnaval. C'est ça le label Famille Plus, c'est vraiment des attentions tournées vers les enfants. Vous voulez rajouter quelque chose, Géraldine ? Oui, je voulais juste dire aux auditeurs qu'il y a une centaine de... Vous connaissez bien Nice, vous ?
Oui, oui, j'adore. J'adore. Pour avoir aussi suivi le parcours de Alpha, qui est la mascotte de l'aéroport, pour arriver jusqu'à tout ce que décrit Marie-Laure, c'est top. C'est vraiment super. Alpha est toujours là? C'est toujours d'actualité? Oui, j'adore. D'accord. Et en fait, je voulais quand même dire qu'on a une centaine de stations qui sont labellisées en France. Donc c'est vrai qu'une famille qui est contente, qui a profité de son séjour à Nice, Famille Plus, va se dire, je vais essayer de trouver maintenant une autre destination. Bon, sport d'hiver pour sur le littoral ou en nature. Et donc voilà, donc on a un site familleplus.fr sur lequel on peut retrouver toutes les informations. Je voulais donner un exemple aussi juste pour sourire. La Bourboule, là on part sur les stations thermales. C'est une fée qui a découvert un jour les sources. Et en fait, on en a fait un peu les sources thermales des enfants avec des villages d'enfants. Et mignon, donc, ça. Et en fait, là, vous parliez de menu. On avait justement un menu pour les enfants. Vous êtes allée à la Bourboule, Géraldine, il n'y a pas longtemps? J'y suis allée avec plusieurs vos enfants. fois. Non, j'y suis allée toute seule, mais pour aller visiter, parce que j'avoue que je connais beaucoup de stations labellisées, parce que je trouve que chaque fois c'est une belle aventure, avec vraiment des prestataires qui sont tellement engagés, des mamies qui sont là pour les petits enfants, qui prêtent leurs jouets. Enfin, c'est top. Et on a le menu des enfants dans un restaurant. Que vous allez nous lire. Voilà, parce qu'on commence par la salade colorée des nains jardins pour faire manger aux enfants, notamment des champignons. Ouais. On a Monsieur Culbuto, parce que ça c'est tout un personnage. Ce sont des courgettes rondes farcies. Ensuite, on a le poisson de clochette. Là, on est sur Peter Pan. Mais on a aussi le petit steak du grand méchant loup avec ses dents. Ça, c'est les frites. Ouais. Et on finit en dessert par la coupe glacée de mon ami Pierrot avec des sucettes. Mais également le porc épic avec le cake, avec des micados plantés dessus. D'accord. Et le tout pour agrémenter l'élixir de la fée Gentiane. Et bon appétit. Ça donne envie quand pour même. 12,50 €. C'est vrai. Et en plus, c'est pas cher. Et ça, c'est jusqu'à 10 ans, hein, frère Christophe. Ça commence à quel âge, un menu enfant? 3 ans, non? 3 ans, 3 ans, oui, d'accord. Là, jusqu'à 10 ans. D'accord. On va revenir un petit peu sur l'environnement avec vous, Jérôme Arnaud, directeur de la station La Grande Motte. Vous, dans les gros dossiers, vous savez que l'environnement, c'est important pour les touristes. De plus en plus, ils ont besoin de cette conscience de l'environnement que normalement devraient avoir les lieux touristiques. Et vous l'avez. Est-ce qu'il y a des choses qui sont faites, notamment sur l'utilisation de l'eau chez vous, qui est un peu problématique dans le sud? Oui, absolument. Il faut dire que dans le sud, généralement, on n'est pas très brillant en matière de... C'est nous qui avons peut-être le plus de soleil, le plus de lumière et les eaux les plus chaudes, par définition. Et on est probablement en France dans les zones qui les exploitons le moins, qui les valorisons le moins. Donc, la Grande Motte ayant effectivement une façade maritime, on déploie de la thalassothermie. Alors, derrière ce nom compliqué, ça veut... Mais ça, c'est génial, ça on en a parlé hors antenne, c'est formidable. Oui, ça veut parce juste qu'on va enfin utiliser la mer pour rafraîchir les appartements. Alors, pour rafraîchir les appartements en été et pour les réchauffer en hiver. Parce que en hiver, on va aller chercher les calories. Là, sur un appartement vide, aujourd'hui, par exemple, il serait à 7-8 degrés. La mer est à 13 ou 14 degrés. Donc, on va aller chercher ces calories pour faire monter l'appartement de 7 à 14 degrés. Et donc, il y aura un peu moins d'énergie électrique à fournir pour aller jusqu'à 18 ou 19. Et inversement, en été, c'est la fraîcheur de la mer, de l'eau du fond qu'on va rechercher. Mais c'est une ressource naturelle qui est juste à notre portée. Il manque les technologies pour les développer et les mettre en pratique, mais c'est ce qu'on est en train de faire à l'échelle de tout le centre-ville de la Grande Motte, en espérant qu'un jour, l'ensemble du littoral pourra s'inscrire. Et rappelons quand même que la thalassothermie concerne peu de grandes villes dans le monde et en Europe. Oui, absolument. En Europe, une dizaine seulement. D'accord. Et ça, ce sera votre enjeu dans les 10 ans à venir? Oh oui, c'est un projet qui a démarré déjà, qu'on a confié à des opérateurs. On peut imaginer que dans 3 ou 4 ans, ce sera opérationnel, oui. D'accord. Géraldine Leduc, directrice de la NET, qu'est-ce que les maires vous demandent concrètement de vous aider à quel niveau? On parlait en préparant cette émission, par exemple à Megève, ils vous demandaient, on ne sait pas comment gérer les mégots cigarettes, aidez-nous. Alors, les négots de clopes en France, on en balance. Non, il y a un éco-organisme qui existe, qui s'appelle Alcom, et qui a choisi un certain nombre, 4 sites pilotes, et effectivement, Megève fait partie de ces sites
Donc c'est vrai qu'à la fin de la saison, souvent on se retrouve avec plein de mégots dans les stations, que ce soit sur le littoral ou en montagne. Oui, et c'est vrai qu'on travaille. En faisant du ski, ils balancent les mégots. Quand la neige fond, on se retrouve. Voilà, avec exactement. Mais ce que je voudrais dire, c'est que nous, au niveau de la NET, on travaille en fait vraiment pour aider les maires à se rendre compte de l'évolution de la clientèle. Et on a mené une grande enquête l'année dernière avec l'IFOP et notamment avec Jérôme Fourquet. Et on s'aperçoit que finalement les Français, donc on leur a demandé comment ils voyaient leurs vacances dans 10 ans. D'accord. Et bien ça, vous savez quoi? On va marquer une pause et on le saura juste après. C'est le teasing infernal. À tout de suite, chers auditeurs de Sud Radio, pour avoir la réponse. Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Les vacances des Français, ça nous intéresse évidemment. Et comment les passer et quelles sont les grandes orientations et les grands enjeux avec Géraldine Duc, directrice générale de l'ANET, Association nationale des élus des territoires touristiques, Jérôme Arnaud, brillant directeur de la station La Grande Motte dans l'Hérault, et Marie-Laure Flamengo qui défend tellement bien la ville de Nice, car elle en est évidemment chargée de produits touristiques à l'Office de tourisme métropolitain Nice-Côte d'Azur. Et Géraldine, vous voulez nous parler du portrait type du vacancier français. Exactement. On a voulu savoir comment les Français voient leurs vacances dans 10 ans, 2030. Alors, allez-y, dites-nous. Eh ben, en fait, finalement, les Français sont assez fidèles à ce qu'ils font aujourd'hui. C'est assez drôle. Bon, alors que les élus pensaient qu'ils sont beaucoup plus visionnaires. Ils voyaient une évolution beaucoup plus grande. Alors, si on demande aux Français quel va être leur lieu de vacances privilégié dans 10 ans, la mer arrive 55%. Donc, plus la moitié des Français passent en vacances au bord de la mer, suivi par la montagne à 18%, la campagne, la ville et autres destinations. Parce qu'après l'effet Covid, il y a eu un effet campagne. Et là, il a diminué donc. Oui. D'accord, là c'est la mer. On revient vers la mer. C'est vraiment la mer. Ensuite, on a voulu savoir si c'était la France, l'Europe ou l'étranger. Alors, 52% des Français restent en France. D'accord. On peut considérer que les 7% qui vont en Outre-mer sont aussi en France. Oui. Après ça, l'Europe, 22% et l'étranger, 19%. Donc là aussi, une répartition de Français qui reste quand même pas mal en France. C'est comme un Français sur deux qui préfère rester en France. Plus un Français exactement. Sur deux. Absolument. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir, pour les élus, les Français choisissent leur destination de vacances en fonction de l'intérêt culturel et touristique. Eh bien non, c'est pas le premier critère. Ah bon ? Le premier critère, ça va être de trouver la destination dont l'offre d'hébergement sera la plus adaptée à leurs besoins. D'accord. Voilà, donc on part en famille, on a besoin de tel ou tel type d'hébergement, on part en camping, ça va être en tous les sorts des mobilos, mais tout ça, exactement, ça fonctionne très, très exactement. Bien. Ceci dit, on a voulu connaître le mode d'hébergement privilégié des Français, quelles étaient leurs attentes pendant 10 ans. Ne me dites pas que c'est l'hôtel. Non, mais c'est très curieux parce qu'en fait, pour les élus, c'était à 60% les logements auprès de particuliers, les meublés, Airbnb et compagnie. Arrive aussi en premier la location, mais à 26% et non plus à 60%, suivi justement de très près par l'hôtel. Ah, l'hôtel. Puis L'hôtel le reste camping. quand même... Ah oui. Oui, pourquoi ? Parce qu'on a voulu savoir. En fait, c'est la rupture avec le quotidien. D'accord. C'est-à-dire que lorsqu'on est en vacances dans un appartement, dans une maison, en fait, on se retrouve avec les tâches ménagères classiques. On se retrouve alors que là, on a du personnel. À l'hôtel, voilà. Ça se joue à ça, Géraldine. Exactement. Notre sens du confort. Hein. Exactement. Et alors, ce qui est drôle aussi, c'est de savoir que le critère pour le choix de l'hébergement arrive 50-50 pour le français. Le confort de l'hébergement arrive en 1 et le coût de l'hébergement. D'accord. Alors que pour le maire, arrive mais bien avant le coût et la proximité avec la nature et les activités touristiques. Donc là, on voit que le Français qui part en vacances a envie d'avoir au moins, finalement, le confort qu'il a chez lui. Est-ce que dans les contacts que vous avez avec les maires, vous vous rendez compte qu'ils sont soucieux de moderniser, de s'adapter à la demande ? Oui, tout à fait. C'est vraiment la chose la plus importante. Et là, on travaille beaucoup aujourd'hui, nous, au niveau de l'ANET, sur les hébergements touristiques. D'accord. Que ce soit en matière d'hôtellerie, mais en matière également de tout ce qu'on voit en termes de... C'est vraiment important. On a besoin de savoir ce que le touriste veut savoir, qu'il soit français ou étranger, et en permanence s'adapter. Et d'ailleurs, c'est ce que Marie-Laure nous l'a bien montré. Bien sûr, elle saurait s'adapter à la demande de la clientèle famille. On a vu aussi sur la Grande Motte, et toutes les destinations sont ainsi faites. Et pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, notamment chez les plus jeunes, est-il vrai que 300 000 personnes manquent tous les étés maintenant dans la filière touristique pour travailler ? Exactement. Alors ça, il faut les aider. Il faut les stimuler. Oui. Et d'ailleurs, le maire de la Grande Motte... comment s'appelle-t-il ? Stéphane Rossignol. D'accord. Donc là, Jérôme pourra rebondir dessus, mais c'est vrai qu'il nous dit... Il faut qu'il rebondisse sur son maire.
Non, on disait surtout qu'en fait, dans les restaurants, pour avoir par exemple 2 services le soir, c'est compliqué. Ah bah oui, c'est clair. Au niveau horaire. Et je peux vous dire que l'année dernière, dans le village préféré des Français, qui était Sancerre, en 2022-21, un hôtel n'a pas pu ouvrir l'été par manque de personnel. Donc les gens 60 qui nous chambres, écoutent, 60 chambres. La filière touristique, oui, allez-y. Il y a plein de choses à faire. C'est des beaux métiers. On est en contact avec la clientèle. Ils sont revalorisés parce que les restaurateurs ont pris conscience qu'il fallait aussi faire un petit effort. Ce sont des très très beaux métiers. Donc je pense que là Jérôme et Marie-Laure peuvent le dire pour les voir tous les jours. C'est important. C'est eux qui sont les prescripteurs de leur destination auprès du grand public, du public qui vient. C'est vraiment ils ont un rôle absolument fabuleux. Marie-Laure Flamengo, est-ce qu'on retrouve toutes les informations sur un site particulier ? Alors, pour Nice, c'est la métropole, parce que ce que je voulais ajouter, c'est qu'on est métropole Nice-Côte d'Azur. D'accord. Et sur notre territoire, on est 5 communes à être labellisées Famille Plus. Alors, lesquelles ? Alors, il y a Nice et Vence qui font partie de la catégorie ville. Oui. Saint-Martin-des-Ubis qui fait partie de la catégorie nature. Saint-Laurent-du-Var en bord de mer comme la Grande Motte et Nice qui fait partie de la catégorie mer. Et Saint-Étienne-Oron qui fait partie de la catégorie montagne. Et dans ces 5 communes labellisées, on reçoit avec grand cœur les enfants. Tout à fait. Et donc, ces 5 communes labellisées au cœur du territoire et qui font la promotion, on fait la promotion de ce territoire-là en commun. Voilà, tout ça, c'est un partage avec les familles et avec nos visiteurs. Un dernier exemple de ce qui peut attendre les visiteurs qui nous écoutent et qui voudraient aller à Nice là en février, mars, avril, au printemps. Qu'est-ce qu'il faut voir, faire à Nice? Qu'est-ce qui va arriver comme grande date? Comme grande date, effectivement. Le carnaval, évidemment. Voilà, c'est le carnaval, évidemment, qui est au cœur des prochaines vacances scolaires. Oui. Vous avez les vacances après février, là? Oui. Voilà, après février, de Pâques, ça sera les Pâques. Voilà, les vacances de Pâques. Et sur Nice et la métropole, on produit à chaque période de vacances scolaires un guide des animations destiné aux enfants et familles qu'on peut retrouver sur notre site internet. D'accord. Et donc, chaque période de vacances scolaires, il y a une centaine d'animations. Alors, dans ces animations-là, ça peut être soit des ateliers, soit des spectacles qui sont donc ouverts sur réservation, payants ou gratuits, ça dépend pour certains d'entre eux, et qui sont donc ouverts aux familles. Et il y a même des ateliers à faire en famille, pas seulement les enfants. Il y a des ateliers de dessin. On peut faire des ateliers de peinture avec les parents, grands-parents. Il y a toute la famille qui s'y met. Et sur un seul tableau, chaque membre de la famille peut mettre sa patte et c'est un souvenir extraordinaire. C'est génial. Mais qu'est-ce qu'on attend quand on a des enfants ou une ribambelle d'enfants pour aller à Nice? Tout est fait pour les accueillir, les enfants. Jérôme Arnaud, la Grande Motte, c'est vraiment l'endroit où on ne peut plus jeter de pierre aux golfeurs. Parce que maintenant, avec le système que vous avez inventé, les golfs sont arrosés comment? Alors, c'est un enjeu, les golfs, évidemment. On en a beaucoup entendu parler l'été dernier. Bien sûr. Et il suffit qu'il y ait à nouveau une pénurie d'eau l'été prochain et on va reparler de l'eau qui est utilisée sur les golfs. Bon, c'est normal. Et là, la Grande Motte a la solution. Voilà, exactement. Alors, on a recherché une solution. Je ne sais pas si elle sera universelle, mais en tout cas, elle est pas mal. Désormais, on récupère l'eau qui sort de la station d'épuration, on l'amène à un niveau qui est le niveau de la potabilité. Donc on en refait une eau pure et on arrose le golf avec l'eau qui sort de la station d'épuration. Ça fait un circuit vertueux. Alors tout ça, ça fait des investissements et puis c'est des technologies évidemment à mobiliser. Mais finalement, ça nous permet d'arroser le golf en essayant de respecter autant qu'on le peut la ressource. Et donc les golfeurs ont moins de gêne à venir golfer chez vous et on les montre moins du doigt à la Grande Motte. Oui, je ne sais pas si ce sont les golfeurs qui auraient pris l'initiative de ça, mais en tout cas, ils bénéficient de la bonne image que ça donne et l'opinion publique leur pardonnera un peu plus volontiers d'exercer une activité qui est assez consommatrice d'eau. Est-ce qu'on peut dire que la Grande Motte aujourd'hui est une ville-jardin avec ses 70% d'espace vert et qu'est-ce qu'on trouve comme arbre ? Oh, alors, il y a beaucoup d'arbres à la Grande Motte. Il faut dire que la Grande Motte, quand elle a été conçue, elle avait 1 mètre d'altitude. C'est-à-dire que si vous creusez, vous trouvez de l'eau salée. Bah oui. De l'eau salée. Et dans l'eau salée, rien ne pousse. Donc, il fallait trouver un système pour... Et là, le système est assez ingénieux. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer? Vous avez 20 secondes. Allez, 20 secondes.
ils ont arrosé. L'architecte a fait arroser en prenant l'eau agricole. Mais comme des malades, ils ont arrosé pendant des jours et des jours. Oui, absolument. Pendant des mois, ils ont arrosé. Des mois. Et vous savez, c'est un phénomène physique. L'eau douce flotte sur l'eau salée. Donc, ils ont réussi à créer finalement ce qu'il a appelé une nappe phréatique artificielle. Une grande nappe phréatique qui aujourd'hui est auto-alimentée par l'eau de pluie. Et pourvu qu'on plante des arbres, des végétaux avec des systèmes racinaires de surface, il a pu planter absolument tout ce qu'il voulait dans un univers qui au départ est plutôt hostile à la végétation. Quant aux arbres qui sont à la Grande Motte, il y a toutes les essences méditerranéennes, mais celle qui domine, c'est le pin parasol, près de la plage, et pour faire de l'ombre, c'est assez normal. Et la Grande Motte travaille aujourd'hui. On a pris la leçon des grands incendies qu'il y a eu dans les Landes ou des maladies qui ont eu lieu sur les platanes du canal du Midi, etc. Quand il y a une espèce qui domine, il faut absolument venir la mixer avec d'autres espèces au cas où un jour une épizootie, au cas où un jour un champignon, un virus, un problème quelconque viendrait à s'attaquer. Donc on est en train de travailler sur la mixité de nos végétaux. Parfait. On va terminer bientôt cette émission. Marie-Laure Fiamengo, à nos auditeurs qui veulent qui ne sont pas encore convaincus de venir à Nice, qu'est-ce que vous diriez avec leurs enfants? Vraiment, venez les gars, parce qu'il faut y aller là maintenant. Venez, n'hésitez pas, office de tourisme, nous contacter, explorenicecôte-d'Azur.com, nous appeler, nous téléphoner, nous envoyer un petit mail, on répondra à toute votre demande et on a toute la documentation qu'il faut pour vous faire venir et pour vous accueillir, on donne de notre meilleur. Labellisé Famille Plus Nice avec 5 autres communes. Bravo Marie-Laure Fiamengo pour toutes vos initiatives. Vous vouliez conclure aussi, Géraldine, cette émission en disant que l'ANET est au service des élus. Des élus, bien sûr. Pour les aider. Pour les aider effectivement à accueillir dans les meilleures conditions tous nos auditeurs qui sont à nos côtés aujourd'hui. Mais c'est déjà pas mal ce que vous avez fait déjà. Oui, il y a encore du boulot, mais c'est bien. Oui, bon, puis j'ai pas eu le temps de raconter, j'ai plein d'histoires à raconter parce qu'avec nos élus... Vous avez encore 30 secondes, ça va être court. Ça va être très court, mais ce que je veux dire, c'est déjà les familles qui nous écoutent, venez dans nos stations Famille Plus, quel que soit le territoire, vous serez bien accueillis. Vous aurez une garantie, il n'y a rien de tel pour une maman qui doit organiser les vacances. N'oubliez pas que l'enfant est prescripteur et que lorsqu'il est content, il aura envie de retourner dans une autre station Famille Plus. Vous ne serez pas déçus. Quant aux stations classées, on va faire un gros travail pour communiquer dessus. Parce que là, nous sommes sur des stations vraiment de qualité. Et le vœu que je fais pour cette année, c'est de les rendre beaucoup plus lisibles, à la fois en France et à l'étranger. Merci beaucoup à tous d'avoir participé à cette émission. Jérôme Arnaud, directeur de station de la Grande Motte, merci beaucoup. Marie-Laure Fiamengo à Nice et vous, Géraldine Leduc, directrice générale de l'ANET. C'était La France à découvrir. On se retrouve la semaine prochaine, dimanche à 17h, comme tous les dimanches. À bientôt, salut.